Attends, la France contrôlait vraiment tout ça en Inde? Contrôler, c'est un grand mot. Elle gérait un certain nombre de missions administratives auprès de certains alliés et de protectorats, les bases d'une colonie, quoi. Ah la vache! Alors imagine la sacrée déculottée que les Anglais ont dû nous mettre pour récupérer tout ça. Bienvenue dans cette seconde vidéo sur la guerre de 7 ans qui traitera de ces événements hors de l'Europe. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire. Là, ça va principalement concerner la France et le Royaume-Uni. En effet, à cette époque, on peut considérer qu'il existe 5 empires coloniaux. Portugais et espagnols qui n'interviendront que tardivement et marginalement, hollandais qui restent hors du conflit, et français et anglais qui sont en confrontation en Amérique du Nord et en Inde. La différence de stratégie entre ces deux pays est d'ailleurs flagrante. L'Angleterre régnant presque sans partage sur l'océan, elle peut se permettre des attaques par les côtes, des renforts entre les différents théâtres d'opération et des blocus logistiques. La France, par contre, elle doit laisser les défenses locales se débrouiller. Quoi qu'il en soit, cette dernière concentre ses efforts sur le théâtre européen. Avec les résultats qu'on lui connaît. Je vous propose donc de commencer par le continent américain. Et je dois tout de suite vous avouer que sur ce continent, le conflit a commencé 2 ans avant la guerre de 7 ans. Donc elle a duré 9 ans, c'est ça? Oui. Mais France et Angleterre avaient préféré limiter le conflit au départ. En 1754, donc, la tension est à son comble. Les colons américains se sentent étouffés par les territoires français alors qu'ils aimeraient se développer vers l'ouest. La France, en effet, a ceinturé les 13 colonies d'une série de fortins. Mais encore une fois, les visions stratégiques des deux pays sont radicalement différentes. Si l'Angleterre voit une opportunité de peuplement à développer et à contrôler, la France, elle, ne cherche qu'à exploiter les ressources du territoire sans spécialement maîtriser le terrain ni développer les villes. Et ça se voit sur les populations. 1 500 000 colons du côté britannique contre 70 000 du côté français. Sachant que les armées sont là-bas constituées sur un concept de milice s'appuyant principalement sur la population de colons, le rapport de force est légèrement défavorable aux Français. Ces derniers ont donc compensé avec un réseau de fortins et de gros efforts diplomatiques auprès des tribus indiennes, toutes alliées à l'exception des Iroquois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Indiens et Français vont réussir à poser de sérieux problèmes aux Britanniques. De 1754 à 1756, ce sont principalement des escarmouches et des embuscades qui auront lieu, chaque camp tentant de placer des forts à des points stratégiques pour tenir des régions peu peuplées. On notera tout de même une bataille pour le fort Duquesne, durant laquelle Indiens et Français auront opté pour des tactiques indirectes de tirailleurs avec succès. En 1756, la guerre devient officielle en Europe. En Amérique, le marquis de Montcalm commande les troupes françaises contre le général Campbell du côté britannique. Et Montcalm sait qu'il doit conserver le contrôle du lac Ontario s'il veut que le Québec et l'Ohio ne soient pas séparés. Il prend le fort Oswego, capturant 1700 hommes et une centaine de canons. Si les renforts britanniques commencent à arriver, la stratégie globale de Montcalm parvient à ralentir les Anglais qui échouent devant Louisbourg. Grâce à un effort de guérilla et d'embuscade, les Français avancent même jusqu'au fort William Henry en 1757 et consolident leur position en terminant le fort Carillon. Trop ralenti, Campbell est alors remplacé par Abercrombie. On peut dire qu'il s'est fait calmer le Campbell. En se faisant scotcher ses troupes, il a pris une veste. Je te jure, c'est pas un placement produit. C'était juste trop tentant. Ouais. En 1758, les renforts britanniques combinés à la faiblesse de la population française commencent à se faire sentir. Si jusque-là les armées ne dépassaient pas 3000 hommes, les Anglais sont désormais capables d'aligner 7000 professionnels et 9000 miliciens. Montcalm, résistant encore grâce à des tactiques indirectes, gagne la bataille du fort Carillon à 3000 contre 15000, mais il ne peut plus défendre l'ensemble de sa frontière, là où Abercrombie peut mener son attaque sur 3 axes. Fort Frontenac, Fort Duquesne et Louisbourg tombent, le Canada est isolé. Et là, la position des Français devient indéfendable. On voit encore une fois la différence de vision des deux camps. Si Montcalm cherchait surtout à ralentir les Anglais, pensant que toute perte territoriale serait renégociée durant les traités de paix, les Britanniques, eux, cherchent très clairement à supprimer un concurrent encombrant qu'est la Nouvelle-France.
C'est ainsi que les troupes anglaises enchaînent les prises de forts, dont le fort Carillon. Après la bataille des plaines d'Abraham, la ville de Québec tombe le 18 septembre 1759. Un an plus tard, c'est au tour de Montréal. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La perte de la Nouvelle-France ne sera actée qu'au traité de Paris, mais nous y reviendrons. La France n'a jamais cherché à renforcer sérieusement ce théâtre d'opération. Bon, en même temps, la Navy n'aurait jamais permis. Oui, parce que cet échec est également monstrueusement maritime. Aucune flotte française n'est venue inquiéter les Amériques, et la chute du Canada va permettre à la Navy de libérer ses efforts pour se tourner vers les Caraïbes. La Guadeloupe tombe en 1759. Si l'Espagne entre en guerre en 1762, cela ne change rien. La Navy prend presque toutes les îles françaises, dont la Martinique, et pique même la Havane aux Espagnols. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent. Jusqu'à la lie, je vous dis. Et encore, je t'ai pas parlé de l'Inde. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. On en parle très peu, mais la principale puissance européenne en Inde en 1756, c'est la France. Bien plus que ses 5 comptoirs, la France, à travers la Compagnie française des Indes orientales, est fortement implantée dans le Deccan et le Bengale. En fait, cela fait près de 40 ans que la France a étendu son influence, avec des alliances et des protectorats auprès de seigneurs locaux. La reconnaissance des Français par les Moghols, principale puissance de l'Inde à l'époque, va même permettre à la compagnie de battre sa propre monnaie et d'étendre son territoire avec pour base Pondichéry. Vous savez, la ville qui donne le sujet de bac blanc tous les ans. Les Anglais, eux, sont beaucoup plus limités avec principalement 2 comptoirs, Madras et Calcutta. En 1756, Français et Britanniques se préparent en massant troupes et matériel, ce que le Nabab du Bengale n'apprécie guère. Un nabab ou nawab, c'est un souverain semi-indépendant indien musulman. Et ce Nabab réclame que ce renforcement cesse. Si les Français obtempèrent, les Anglais non. Ainsi, le Nabab au début de la guerre est du côté des Français, tandis que les Anglais sont plus renforcés en termes de troupes et de matériel. Dès le début de la guerre, le Nabab prend et détruit Calcutta. Mais les Anglais ripostent et engagent la bataille de Plassey, non sans préparatifs bien sentis. Nous nous devons de faire cette bataille, car les Britanniques la gagnent en exploitant les dissensions dans le camp bengalais. En poussant à la trahison une partie de ses adversaires, les Britanniques arrivent à renverser le Nabab pro-français et installent à sa place Mir Jafar. Jafar. Ce dernier paye même les Anglais pour ce pouvoir, et cette bataille devient un coup de théâtre qui expulse les Français du Bengale, ces derniers ayant perdu Chandernagore après une attaque de la Navy. Mais il reste le Deccan. Certes, mais ce n'est pas plus brillant. Effectivement, les Français y contre-attaquent en assiégeant Madras en 1758, mais ils sont incapables de bloquer la mer. À partir de là, impossible d'étouffer la ville, et il devient rapidement évident qu'aucun soutien logistique ou militaire n'arrivera. Le 22 janvier 1760, les Français sont battus à Wandiwash ou Vantavasi en tamoul, où des troupes françaises sans soutien sont piégées. Pondichéry tombe et est rasé en 1761. Les Français ne pourront plus rien faire en Inde jusqu'à la fin de la guerre. C'est ici encore une fois une brillante victoire de la Navy, qui a su étouffer les territoires français tout en soutenant les troupes britanniques. Les Français leur ont tellement mauvaise qu'ils mettront à mort Lally Tollendal, le chef des forces françaises en Inde, pour en faire un bouc émissaire. Raté. Ça va surtout choquer l'opinion et donner à Voltaire une autre occasion de s'attaquer à Louis XV et à son gouvernement. Notons également, pour terminer cette guerre, que la Navy s'emparera du comptoir de Gorée, une île aux abords du Sénégal aux dépens des Français, et de Manille aux Philippines aux dépens des Espagnols. Est-ce qu'il y a quelque chose que les Français n'ont pas raté dans cette guerre ? Oui, ces négociations de paix. Comment ça ? Eh bien, disons qu'en 1763, les finances anglaises sont au plus mal. Si les Français ont abandonné toute volonté maritime, donc on fait des économies substantielles. Les Anglais, eux, ne peuvent rien retirer à la Navy pour conserver leur supériorité maritime. Aussi sont-ils prêts à acheter la paix, quitte à rendre des territoires. Bon, ce sera pas la panacée, mais la situation militaire en France en 1763 n'aurait jamais dû leur permettre de récupérer de tels points stratégiques. En effet, si la France doit abandonner ses possessions nord-américaines et quelques îles des Caraïbes, elle parvient à récupérer ses îles sucrières de Martinique, Guadeloupe et Saint-Domingue. Elle obtient également des droits sur Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et cela va avoir son importance.
Ces îles des Caraïbes sont les principales productrices de sucre, une denrée très rentable, et sont également des bases maritimes dont les Français vont abondamment se servir durant la guerre d'indépendance américaine. Pour le reste, l'Espagne récupère Cuba, les Philippines et l'ouest du Mississippi en échange de la Floride qui va aux Anglais. En Inde, la France récupère ses 5 comptoirs, dont Pondichéry et Chandernagore, mais ont interdiction de les armer ou d'y construire des remparts. Enfin, Gorée lui est restituée. Ah oui, on s'en sort vachement bien. Vu la situation militaire, oui. Reste que nous assistons ici à la fin du premier empire colonial français et que cette guerre va avoir des conséquences géopolitiques et culturelles immenses. Du genre qui font que l'anglais est la langue mondiale aujourd'hui. Sans pousser jusqu'à l'Uchronie trop posée, la guerre de 7 ans a clairement semé toutes les graines de la guerre d'indépendance américaine. Armement des populations locales. Création d'une population rompue à la guerre, où on retrouve notamment George Washington. Apparition des techniques de petite guerre. Endettement des Britanniques, qui va mener à l'augmentation des taxes dans ces colonies. Volonté française de se venger, qui va mener à son intervention. D'ailleurs, la France aura retenu 2 choses de ce conflit américain. 1. Les unités de tirailleurs sont devenues intéressantes avec l'amélioration de la précision des fusils. Ce qui va directement pousser les Français à en intégrer en plus grand nombre dans les armées régulières. 2. La marine, faudrait peut-être y penser. Une grande réforme et un grand effort de production de flotte va être mené avec des résultats plus que concluants. En effet, lors du soutien de la France à la guerre d'indépendance américaine, la flotte française saura bloquer la Navy jusqu'à empêcher cette dernière d'étouffer les indépendantistes. En Inde, par contre, ce sont les Anglais qui vont profiter de leur succès pour copier la méthode française et créer en un siècle le Raj britannique. Ah non mais je persiste, je comprends pas pourquoi on parle pas plus de cette guerre. C'est le moment où je dois parler des conséquences humaines du conflit, parce que la guerre de 7 ans a été une guerre particulièrement horrible. Toute guerre est horrible. Certes, mais celle-ci a eu une composante jusqu'au boutiste impliquant les civils assez nouvelle pour l'époque. Nouvelle. La guerre de 30 ans dont on a parlé, c'était avant et c'était pareil. Oui, mais les traités de Westphalie avaient cherché à limiter cette guerre passionnelle avec un certain succès. Sur les 4 dernières guerres majeures de l'Europe, on avait moins de pertes, notamment chez les civils. Je dis pas qu'on était des saints, mais regardez ces statistiques. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est moins de 700 000 morts sur 9 ans. La guerre de succession d'Espagne, c'est environ 700 000 morts sur 13 ans. La Grande Guerre du Nord, c'est au maximum 600 000 sur 21 ans. La guerre de succession d'Autriche, c'est moins de 500 000 sur 8 ans. La guerre de 7 ans, dans ses estimations médianes, c'est 1 300 000, dont 700 000 civils. Ok, j'ai rien dit. Elle était horrible. Aux pièges habituels, le fait est qu'on observe des comportements à tendance nationaliste menant à de nouvelles exactions haineuses. La déportation des Acadiens en est un bel exemple. Les Acadiens étaient des francophones du Canada. Je vous laisse vous renseigner par vous-même, mais cette déportation peut expliquer culturellement la résistance farouche de la francophonie au Québec. Bref, vous l'aurez compris, avec l'engagement moral assez fort qu'a apporté cette guerre et les difficultés des pays à payer leurs troupes en temps et en heure, le fait est que les populations centra-européennes, américaines ou indiennes ont souvent pâti de ce conflit. Bref, on voit arriver le 19e siècle. En tout cas, j'espère vous avoir donné un aperçu assez large de cette guerre. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres sujets à approfondir, notamment maritimes, mais j'ai préféré me concentrer sur une vision plus globale. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté.